Alors, bonjour à tous, il est 18h30. Je vous souhaite la bienvenue à la troisième conférence virtuelle webinaire organisée par le Cercle Frédéric Bastiat et la première conférence de l'année. Je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur François Gervais et je vais le laisser se présenter et présenter le sujet de sa conférence. Je vous retrouverai vers d'ici une demi-heure pour passer aux questions. À tout à l'heure. Je vous remercie. Bonjour à tout l'auditoire, que malheureusement je ne vois pas. Donc on va commencer à se poser la question urgence climatique, point d'interrogation, urgence énergétique. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité à parler devant vous et commençons tout de suite par l'énergie. À l'heure actuelle, près de 90% de toute l'énergie qui est consommée sur Terre provient des ressources fossiles, pétrole, gaz, y compris gaz de schiste, charbon, et s'y ajoute le nucléaire, qui au niveau mondial représente à peu près 4%, les renouvelables intermittents, c'est encore électrique, et l'hydroélectricité. Vous voyez qu'en 1945, on y reviendra, en 1945, il y a eu une accélération de la consommation des combustibles fossiles. L'exemple du charbon, dans 50 pays qui ont ratifié l'accord de Paris qu'on appelle communément COP21, eh bien, on construit, ou on a des projets de construction de centrales au charbon, en particulier deux gros ronds rouges, l'Inde et la Chine. C'est un combustible devenu bon marché, il est abondant, on en aurait pour 2 siècles de ressources. Alors justement, à propos des ressources, détaillons la situation actuelle. Si l'énergie utilisée dans le monde n'est pas d'origine fossile, elle est électrique. Même ce qu'on appelle les véhicules à hydrogène, bon, ça fonctionne avec une pile à combustible, donc c'est électrique. Qui émet du CO2? La réponse est simple, tout le monde. Le premier émetteur, c'est la Chine, suivi des États-Unis, de l'Inde, mais attention, si on fait le classement par habitant, c'est les États-Unis qui se retrouvent en tête. La France est loin, 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 loin derrière, avec une émission très faible, qui correspond à peu près à la moyenne mondiale par rapport aux autres, y compris en tonnes par habitant et par an. Les États-Unis ont tendance à réduire les émissions depuis une quinzaine d'années. L'Europe également réduit les émissions. Tous les autres augmentent. Petit quiz climatique pour que chacun voit s'il a besoin d'actualiser ses connaissances ou bien c'était le cas. Donc, le climat étant défini comme la température moyenne de la Terre sur 30 ans, quelle est-elle? Quel est le principal gaz de l'air? Facile. Principal gaz dit à effet de serre, proportion de CO2 dans l'atmosphère, augmentation annuelle de CO2 dans l'atmosphère. La première réponse, c'est 15 degrés. 15 degrés, température moyenne de la Terre, c'est aussi, vous le voyez, la température en France. Celle-là, c'est encore la température moyenne en France. C'est la température moyenne pour tout la Méditerranée. Mais vous voyez que dans le nord de la France, ça peut être jusqu'à 5 à 6 degrés inférieur. Principal gaz de l'air, c'est l'azote. Principal gaz dit à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Ça, c'est pas toujours bien dit dans les médias, mais c'est des proportions considérables si on compare la proportion de CO2 dans l'atmosphère, qui n'est que de 0,04%. Et son augmentation annuelle, c'est 0, il y a beaucoup de zéros, 3,02%. On peut voir les choses de manière plus imagée comme ça. Alors, c'est vrai que la concentration de CO2 en un siècle a augmenté, elle est passée de 0,03% à 0,04%, comme c'est mesuré ici à l'observatoire de Mauna Loa. Donc, il y a eu une augmentation. Alors, ça dit, on est passé, ce sont des millionièmes, donc ça veut dire, si on imagine un stade dans lequel il y a 10 000 personnes, l'augmentation du CO2 correspond à une personne. Il y avait 3 au début
du XXe siècle, il y en a 4 maintenant, dont une personne de plus par rapport à 10 000. Les autres gaz à effet de serre, qui sont vraiment des traces, ce sont le méthane, avec une concentration extrêmement faible, qui avait doublé au cours du XXe siècle, et qui donc maintenant augmente encore un petit peu, mais beaucoup moins en proportion que le CO2. Donc, je n'en parlerai pas parce qu'on a l'impression que ça a tendance à saturer. De la même chose pour le protoxyde d'azote. Alors, quand on regarde en proportion, ça paraît peu, mais si on regarde en tonnage, la proportion de CO2 dans l'atmosphère, c'est 3200 milliards de tonnes de CO2. Alors, comme dans la molécule de CO2, il y a 2 oxygènes pour un carbone, en carbone proprement dit, ça fait 873 milliards de tonnes de carbone. Les émissions annuelles, alors je vais prendre les chiffres de 2019, donc avant les confinements, les émissions en 2019, c'était 36 milliards de tonnes de CO2. Mais le GIEC nous dit qu'il n'en reste que 44% dans l'atmosphère. On va voir où va le reste ensuite. Donc, il y a 16 milliards de tonnes de CO2 qui s'ajoutent aux 3200 milliards qui sont dans l'atmosphère. Donc, on augmente en 2019, on a augmenté de 0,5%. On va faire un petit calcul en reprenant toujours les chiffres du GIEC. Il écrit dans son dernier rapport à R5 que la sensibilité climatique est comprise entre 1 et 2,5 degrés. C'est-à-dire, si le taux de CO2 doublait dans l'atmosphère terrestre, la température s'élèverait, alors, il donne une fourchette, entre 1 et 2,5 degrés. Si on prend la moyenne, ça fait 1,75. Là, j'ai repris la meilleure estimation qui va sortir dans le rapport AR6, dont j'étais relecteur critique, expert reviewer. Donc, ça va être plutôt 1,68 ou 1,75. Tout ça, ça ne change pas grand-chose. Et on va simplifier, on va arrondir, et on dit que finalement, selon le GIEC, j'insiste, le réchauffement, c'est 1 picodegré C par tonne de carbone. Un picodegré, on n'a pas souvent l'occasion de dire ça, 1 millième, 2 milliardième de degré C par tonne de carbone. Le français émet en moyenne 1,5 tonnes de carbone par an, donc on multiplie par 67 millions de Français. La France réchauffe la planète de 1/10 millième de degré par an avec les chiffres du GIEC. Si 2050, l'Union européenne prévoit qu'on doit cesser d'ici là d'émettre, ça ne ferait jamais à ce rythme-là que 3 millièmes de degré d'ici là. C'est en dessous du seuil de mesurabilité de la température de la Terre. On a été confinés l'année dernière, on l'a même été en début d'année. Quand on regarde l'évolution du CO2 dans l'atmosphère, toujours mesuré, vous voyez que l'impact du confinement, on ne le voit pas. Pourtant, ça concernait 4 milliards de nos contemporains en 2020. En revanche, ce qu'on voit très bien, c'est que le taux de CO2 dans l'air, en rouge, oscille tous les ans. Au printemps et en été, dans l'hémisphère nord, mais comme la superficie de l'hémisphère nord est supérieure à celle de l'hémisphère sud, c'est là qu'on voit le phénomène, eh bien, le taux de CO2 diminue dans l'air. Au moment où la végétation explose au printemps, ça commence à vraiment se voir au niveau du mois de mai, et puis jusqu'à l'automne, donc on a une chute de CO2 dans l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande de la végétation pour le CO2. Et puis, pendant l'automne et l'hiver, ça remonte et ainsi de suite, comme ça tous les ans. La raison, enfin une deuxième raison, quand on disait tout à l'heure, il y a 44% des émissions de CO2 qui restent dans l'atmosphère, il y en a 33% qui nourrissent, qui sont un supplément pour la végétation et les récoltes. Alors, il y a des mesures qui ont été faites, en particulier avec 300 parties par million de CO2 supplémentaires, autrement dit 0,03% d'un volume d'air, et plante par plante, on a vu en particulier pour les plantes nutritives, on voit une augmentation qui est assez intéressante. Ça a été évalué pour 45 plantes nutritives qui représentent 95% des céréales, fruits et légumes qui sont consommés dans le monde, et ça représente un bénéfice de 3 000 milliards d'euros. Pour les céréales en particulier, c'est important, ça se voit. Alors, il n'y a pas que l'augmentation de CO2 qui joue, là, bien sûr, mais ça contribue.
à augmenter la production de maïs, de blé, de riz, qui sont évidemment des choses essentielles. Donc le CO2 est non seulement indispensable, il est irremplaçable par photosynthèse. Sans le CO2, les plantes meurent. Avec l'eau du sol et la lumière du soleil, eh bien on fabrique ce qu'on appelle un sucre, et en même temps on régénère l'oxygène de l'air, mais ça on l'a tous appris à l'école. Depuis plusieurs millions d'années, le CO2 a tendance à baisser dans l'atmosphère de la Terre. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, on n'est pas très loin du seuil, du minimum, en dessous duquel la vie des plantes est remise en cause. Parler de mort des plantes. Vous voyez que le fait d'avoir réaugmenté de 100 ppm, donc de 0,01%, eh bien, on peut voir ça comme une sécurité que l'humanité se donne par rapport au fait que la concentration de CO2 dans l'atmosphère devenait dangereusement basse. Alors ça se voit très bien par satellite, il y a des publications qui montrent qu'il y a un verdissement de la Terre qui correspond à l'équivalent d'un 6e continent vert de 18 millions de kilomètres carrés. Ça peut se calculer autrement puisqu'on a vu que il y a 3 milliards de tonnes de carbone qui vont dans la végétation, rapporté au carbone qui se trouve, la totalité du carbone dans la végétation. Ceci, pendant 3 ans, ça fait un supplément de biomasse végétale de 24%. C'est loin d'être négligeable, bien sûr. Alors, cette oscillation saisonnière que l'on voyait tout à l'heure, elle a une amplitude extrêmement faible si c'est mesuré en Antarctique, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas tellement de végétation autour de l'Antarctique. Donc, c'est bien l'effet de la végétation qui a de l'appétit pour ce CO2. Alors, tout à l'heure, on a vu la mesure qui était faite à Mauna Loa, au milieu du Pacifique, mais si on regarde la même mesure, mais qui est faite cette fois-ci sur un continent en Californie, l'Ajola précisément, eh bien, on s'aperçoit que l'amplitude de la chute en 2013 était supérieure à celle de la chute en 1969. Et à partir de là, on peut dire que la végétation était en état de malnutrition, puisqu'elle apparaît avide de ce complément de CO2 dans la mesure où cette amplitude est 71% supérieure à l'évolution du taux de CO2 lui-même. Donc, je me suis autorisé à dire merci au CO2 dans mon dernier petit bouquin. Un mot sur le business climatique. On a vu le bénéfice pour la végétation. La Banque mondiale a prévu de dire qu'il va falloir lever une somme qui n'est pas négligeable, 89 000 milliards de dollars, surtout si on la compare à la dette souveraine mondiale, qui est de 60 000 milliards de dollars, donc il faudra la multiplier par 2,5. Cette somme, c'est le double de ce qui avait été annoncé lors du protocole de Kyoto en 2005, et on peut facilement retrouver ce chiffre. On a dit tout à l'heure 1 picodegré par tonne de carbone. Alors, si on donne un prix au carbone, à l'heure actuelle en France, c'est 45 € la tonne de carbone. Mais tout le monde dit qu'il faudrait monter jusqu'à 100 € la tonne de carbone. Alors là, c'est facile à calculer parce que ça fait un chiffre rond. 100 € la tonne de carbone, si on réchauffe la Terre de 1 picodegré par tonne de carbone, eh ben ça fait 100 000 milliards d'euros le degré de réchauffement évité. On est d'accord avec la Banque mondiale. Cela dit, les différentes grandes messes, on va dire, depuis la création du GIEC, le protocole de Kyoto, la COP 15, c'était à Copenhague, la COP 21, c'était à Paris, n'ont pas eu une incidence flagrante sur l'évolution du taux de CO2 dans l'atmosphère, mais si tout, on disait, c'est la réunion de la dernière chance. La prochaine, ce devrait être à Glasgow à la fin de l'année. Alors, supposons, on peut tout imaginer, que tout le monde se met d'accord, parce qu'on a vu que si c'est la France qui fait quelque chose, un 10 millième de degré par an, ça n'aura pas d'impact mesurable de toute façon. Supposons que malgré tout, tout le monde se mette d'accord pour dire, allez, on arrête d'émettre des combustibles
des émissions de CO2 d'ici 2050. Alors là, je reprends le raisonnement que fait mon collègue, le professeur Roger Pilk, qui est américain. Il dit voilà, il y a à l'heure actuelle, on consommait, donc on prend les chiffres de 2019, hein, on consommait 11 000 millions de tonnes équivalent de pétrole en 2019. Il y a 11 000 jours qui nous séparent de 2050, donc il faudrait que chaque jour, on remplace 1 million de tonnes équivalent pétrole par d'autres sources d'énergie, et qui, on l'a vu, les autres, elles sont électriques. Alors, construire une centrale nucléaire chaque jour, d'ici 2050. Ou construire, implanter 1500 éoliennes chaque jour. Et à ce moment-là, on pourra remplacer. Je reviens sur la poule et l'œuf, ce qu'on appelle l'effet de serre, en comparant ici, alors c'est pas moi qui le fais, c'est mon collègue Ole Umlum, qui est suédois. Donc, il reprend les enregistrements en bleu et en rouge de la température de la Terre ou de la température des océans, vous voyez que c'est à peu près pareil, et il compare à l'augmentation mensuelle du CO2 dans l'atmosphère, ce qu'on voyait tout à l'heure. On s'aperçoit que l'augmentation n'est pas du tout régulière. Il y a des années où c'est faible et des années où c'est très élevé. Les années où c'est très élevé, c'est en général quand il y a un pic El Niño, qui est un phénomène naturel, qui est un pic de température cette année-là. Mais, vous voyez que les pics de CO2 suivent les pics de température. Alors, si c'était une manifestation de l'effet de serre, on devrait avoir d'abord un pic de CO2 qui se traduirait par un pic de température. Hein, c'est l'inverse. Alors, l'explication est controversée. Comme je suis à Tours, je montre une bouteille de Vouvray. Évidemment, une bouteille de Vouvray est ouverte, il ne faut pas la laisser au soleil. Hein. Si on veut garder le CO2 du Vouvray, ce qui est agrément aussi, ce serait vrai aussi avec le champagne évidemment, mais il y a 60 fois plus de CO2 dans les océans que dans l'air, et il est d'autant plus soluble, le CO2 dans l'eau, que la température est plus fraîche. De sorte que les années, quand une bouffée de chaleur, eh bien, les océans émettent plus de CO2, et ça se voit très bien. Voilà l'évolution de la température donnée par le plus ancien thermomètre du monde. Il se trouve en Angleterre, thermomètre qu'on appelle Central England. Et alors depuis, on ne le bouge pas et on regarde l'évolution de la température. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, ces jours-ci, les députés ont voté une loi qui dit « La République garantit la lutte contre le dérèglement climatique ». Alors, dans dérèglement, il y a règlement. Quand je regarde l'évolution depuis presque 4 siècles de la température donnée par le plus ancien thermomètre au monde, je ne vois pas où est le règlement. Je vois des fluctuations de nos jours comme il y en avait déjà il y a presque 400 ans. Il est vrai que la tendance est une hausse de la température, mais qui a commencé il y a fort longtemps, après ce qu'on a appelé le minimum de Maunder, qui était le fait que le Soleil n'avait plus de taches solaires, ce qui a donné une période froide, et depuis, la Terre se réchauffe lentement. On peut voir la même chose à partir de capteurs 3000 stations qui mesurent la température depuis 1900 dans le monde entier. Alors, c'est plus seulement un thermomètre, c'est tous les thermomètres, on va dire. Pour faire simple, vous voyez également que, alors là, la République garantit la lutte contre le dérèglement climatique. Là encore, si vous voyez un règlement, je suis preneur, parce qu'on a des fluctuations comme on a toujours eu. La deuxième remarque qu'on peut faire, alors la partie orange, c'est la moyenne. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que finalement, nous tous, on a peu de chances de se trouver à la moyenne, puisque ça, c'est la température, enfin, c'est
c'est les écarts aux moyennes de saison, hein, comme ils disent à la météo. Hein. Ce n'est pas la température, c'est l'écart à la moyenne de saison moyenné sur toutes les stations météorologiques au monde. Et bien, vous voyez que la moitié de notre vie, on est en fait au-dessus de la moyenne. Et puis l'autre moitié de notre vie, on est en dessous. L'urgence climatique en 1975, ce n'est pas celle dont on parle aujourd'hui, puisque en 1945, la température a commencé par baisser. Alors, on l'a montré même ici dans Newsweek d'avril 1975, on l'a montré même de manière sur une échelle pour montrer à quel point c'était catastrophique, cette baisse de la température, et plusieurs unes de Time Magazine. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression, en regardant ça, qu'il y a une variabilité naturelle du climat. La courbe du bas, c'est ce qu'on appelle l'oscillation atlantique multidécennale. Ça ressemble vraiment à un cycle. Bon, sur 3 composantes du cycle, c'est un peu jeune pour le dire. Il faut voir dans la suite si ça va continuer. Mais ça ressemble vraiment à un cycle. Ce cycle, on a l'impression de le retrouver. Ici, au milieu, dans la courbe qui est la superficie de banquise arctique au minimum estival. Quand, en septembre, en général, la banquise arctique est à son minimum, vous voyez que ce n'est pas constant du tout. Quand il y avait cette oscillation multidécennale, ça se traduisait par un minimum de la banquise arctique, puis un maximum. C'est là qu'on a commencé à mesurer par satellite, et maintenant on a plutôt effectivement un minimum. Chose qu'on peut retrouver aussi dans la hausse du niveau des océans, ça a été publié à nouveau récemment, ça n'est pas constant. On peut trouver des phases d'accélération, mais aussi des phases de décélération, puisque ce serait cyclique. Si on prend la hausse moyenne, alors là c'est pris, là c'est une figure du rapport du GIEC, là c'est pris pour 240 marégraphes. Si on prend maintenant les 2133 marégraphes qui existent sur toutes les côtes du monde, on va trouver une hausse moyenne de l'ordre de 1 mm, un peu plus d'1 mm par an. C'est pas grand-chose quand même par rapport à des vaguelettes, par rapport ne serait-ce qu'aux marées, puisque c'est mesuré à partir des marégraphes. Si on dit le CO2, ça fait fondre les glaciers, la première chose qu'on doit vérifier, c'est si ça fait fondre le plus grand glacier du monde. Et le plus grand glacier du monde, c'est l'Antarctique. L'Antarctique, voilà sa température depuis 35 ans. On n'a pas franchement l'impression, alors il y a des fluctuations, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait une augmentation de la température de l'Antarctique. En revanche, la superficie de banquise antarctique, elle augmente régulièrement. Alors, pas régulièrement, parce que c'est pareil, il y a des fluctuations. Il y a eu un maximum qui a été observé en 1914, après il y a eu un minimum, puis là on est revenu depuis la courbe, je ne la montre pas là, mais les derniers points j'ai vérifié, on revient à la moyenne, même un peu au-dessus de la moyenne, pendant l'été, donc la fin de l'été en Antarctique, puisque nous c'est la fin de l'hiver dans notre hémisphère. Alors voici l'alarmisme en général qui est indiqué dans les médias et par ceux qui déclarent l'urgence climatique dans telle ou telle ville. L'alarmisme est basé non pas sur les observations, mais sur des modèles de climat. Voici, là je reprends une figure du rapport du GIEC qui montre les modèles et les observations. Alors, première remarque, les modèles ne sont pas du tout d'accord entre eux. Ce qui explique que on dit c'est entre 1 et 2,5 degrés. Bon, il y en a qui disent bon, c'est variable. Et si on regarde les observations, tous les modèles, ou presque, chauffent davantage que les observations. En revanche, j'ai listé 109 travaux publiés dans des journaux internationaux à comité de lecture qui indiquent des sensibilités climatiques inférieures à 1 degré. Le GIEC ne les reprend pas. Il fait un choix. Alors, les tout derniers modèles de climat, c'est les modèles dits CMIP6, donc j'ai été regardé, bien sûr, puisque j'étais aussi reviewer du rapport AR6, qui va sortir cet été.
Eh bien, là encore, tous les modèles de climat chauffent beaucoup plus que les observations à 1 ou 2 près. Alors, de quoi s'agit-il dans ce fameux effet de serre du CO2? Là, on va observer ce qu'on appelle le spectre infrarouge. C'est simplement la continuation de l'arc-en-ciel, le violet, les plus courtes longueurs d'onde, le rouge, les plus grandes longueurs d'onde de la partie visible du spectre. Enfin, si on continue comme ça, dans toutes les longueurs d'onde dans l'infrarouge, on va observer beaucoup de choses ici dans l'atmosphère. On observe essentiellement des pics d'absorption, qui est l'absorption de la vapeur d'eau. On avait dit, c'est le principal gaz à effet de serre, et j'allais dire heureusement, sinon la Terre serait beaucoup trop froide pour être aussi habitable qu'elle l'est. Et il y a seulement 2 vibrations, 2 fréquences précises par symétrie, qui correspondent au CO2. Tout le reste, c'est la vapeur d'eau. Ces 2 vibrations, bon, on peut dire tout simplement, la jeune femme représente le carbone, les 2 jeunes gens représentent l'oxygène. Eh bien, la jeune femme fait alternativement un bisou à l'un et à l'autre, ceci à 70 THz, c'est celle-ci, et THz, c'est 1000 milliards de bisous par seconde, il faut avoir la santé. Ou bien la jeune femme hésite et se contente de hocher la tête, et donc c'est la vibration, celle qui va nous intéresser le plus, parce qu'elle correspond. Alors là, on n'est plus en mode absorption, on est en mode émission thermique. Et le CO2 là, joue son rôle de contribuer à réémettre la chaleur que nous recevons du Soleil, à la renvoyer vers l'espace. Donc il y a 2 courbes, une pour un taux de CO2 dans l'atmosphère double de l'autre. Vous voyez que les 2 sont superposés à la fréquence de vibration, et c'est seulement loin de cette fréquence qu'il y a des petits écarts. Ces petits écarts correspondent à une sensibilité climatique inférieure à 1 degré, ce qui nous permet de dire qu'avec cette sensibilité climatique, le CO2 serait responsable d'un réchauffement de 0,3 degrés depuis 1945, début de l'accélération des émissions. Alors justement, voyons ce qu'il en est. Avant 1945, entre 1910 et 1945, la planète s'est réchauffée de 0,6 degrés selon les mesures du Hadley Center britannique. Ensuite, il y a eu le refroidissement, on en a déjà parlé, puis ensuite ça s'est mis à remonter. Maintenant, on a les mesures par satellite qui sont beaucoup plus précises. En gros, on va dire, pallier, une fois qu'on enlève les fluctuations liées au phénomène naturel El Niño, on va avoir 0,4 degrés supplémentaires depuis 1945. Donc en tout, 1 degré, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. En tout, 1 degré. 0,4 degrés depuis 1945, ça colle bien avec les 0,3 que nous indique l'analyse du spectre infrarouge du CO2. Alors si on utilise donc cela, alors cette fois-ci, là j'ai fait le calcul avec ce que nous venons d'observer, le spectre infrarouge du CO2, vous voyez les réchauffements pays par pays d'ici 2050. Alors si on préfère utiliser la métrique du GIEC, eh bien, on multiplie par 2, ça ne change pas grand-chose d'ailleurs. Alors derrière dérèglement climatique, vraiment, lorsque j'avais été invité par Yves Calvi sur RTL, j'avais eu cette boutade, que je sache, les lois de la physique ne sont pas débattues à l'Assemblée nationale, au Sénat et avalisées par le Conseil constitutionnel. On est en droit de se poser vraiment la question maintenant avec la République garantit la lutte contre le dérèglement climatique. En réalité, on parle ici non plus de climat, mais de météo. De météo. L'inventeur de la météo, c'est Torricelli. Et le Torricelli, c'est l'inventeur du baromètre. Prenons un exemple, l'énergie cyclonique cumulée, elle n'augmente pas avec le taux de CO2, non. Prenons un deuxième exemple, tout récent, ça se passait dans le sud des États-Unis, au Texas. Ils avaient prévu un coup de chaud 20 jours avant qu'en réalité, il y ait eu un gros coup de froid. À 20 jours, la prévision
ne peut pas donner une certitude parce que ce sont des phénomènes intrinsèquement chaotiques. Or, un dérèglement climatique qui est d'origine chaotique, je me demande comment la République va pouvoir garantir la lutte contre lui. Alors, cela dit, cet épisode a eu des conséquences en cascade. Les éoliennes ont gelé à cause du blizzard. Ça a induit des effets en cascade, de sorte qu'il y a eu 3 jours de blackout aux États-Unis pendant cette période très froide. Alors, autre amalgame qu'on voit souvent, pour représenter la pollution. Ça, les condenseurs émettent simplement des gouttelettes de vapeur d'eau qui sont condensées en nuages, mais ça n'est que de la vapeur d'eau. Il n'y a pas un poil de CO2 dans les condenseurs. Bon, et on appelle ça une illustration de la pollution. Ou alors on met des masques. En ce moment, on met tous des masques, enfin, du moins quand on est dehors, à certains endroits, c'est obligatoire, n'est-ce pas? Or, le masque concentre le CO2 que nous expirons dans le masque, et donc on en réinspire une partie. Heureusement que le CO2 n'est pas polluant. Et je rappelle tout de même que pendant une vie, un être humain expire 25 tonnes de CO2. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, entendons-nous. On peut se poser réellement des questions par rapport à la prétendue urgence climatique, la prétendue urgence énergétique qui en découle. Une chose que la recherche doit continuer vraiment à essayer de développer, c'est l'efficacité énergétique. Autrement dit, avec une même énergie qui va permettre de faire des choses, ça peut se mesurer par unité de PIB, eh bien, dépenser moins d'énergie pour faire aussi bien. Ça, c'est un enjeu vraiment important. L'autre enjeu serait bien évidemment de trouver des énergies renouvelables non intermittentes. Parce que finalement, l'intermittence pose énormément de problèmes. On ne peut pas avoir que des énergies intermittentes de toute façon. Il faut, pour avoir une électricité pilotable, la combiner avec des énergies qui sont justement pilotables. Alors, ça peut être le nucléaire, si c'est électrique, mais tout simplement les fossiles. On a encore des combustibles fossiles au rythme de consommation actuel, les réserves connues, c'est 100 ans d'utilisation au rythme actuel. Il n'y a pas urgence. Donc, dans les bonnes nouvelles, la Terre reverdit. L'alarmisme des modèles de climat resterait à démontrer, compte tenu des incertitudes qui restent considérables et du fait qu'il a fait un tri sélectif, le GIEC, en ne choisissant que ceux qui sont alarmistes, on va dire ça comme ça. Alors évidemment, il faut économiser les ressources fossiles, ne serait-ce que pour en laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, bien sûr. Mais de prétendre une urgence climatique pour justifier une urgence énergétique est, à mes yeux, infondé. En revanche, il faut évidemment continuer à développer la recherche sur les énergies non intermittentes et surtout l'efficacité énergétique. Je m'arrêterai là, je vous remercie de votre attention.